Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une critique, la dernière de l'année, sur un petit film japonais d'animation Arrietty et le petit monde des chapardeurs, sorti en 2010 de Hiromasa Yonebayashi. C'est un film qui est une adaptation d'un roman de 1952, The Borrowers, de Mary Norton, mais sur un scénario de Hayao Miyazaki. C'est un film qui a coûté 23 millions de dollars, il en a rapporté 146. Il dure 1h35 et qu'est-ce qui se passe pendant 1h35 ? Eh bien, le début raconte l'histoire de Sho. C'est un petit garçon qui va rester un peu chez sa grande tante et voit une personne toute petite dans le jardin, une chapardeuse Arrietty. Je vais vous faire un petit retour rapide. J'ai bien aimé le film, je souhaitais le mettre de base dans la semaine spéciale sur les films sur les rétrécissements jusqu'à ce que je me rende compte que c'est plutôt l'adaptation d'un roman dans lequel les gens sont naturellement tout petits. Sachant qu'il y a déjà eu une adaptation, il y a eu je crois une série, et il y a eu aussi un film de Peter Hewitt, Le Petit Monde des Borrowers, sorti en 1997, avec John Goodman qui joue le méchant. Ça fait un peu penser à La Souris, sorti la même année d'ailleurs, mais Verbinski est un bien meilleur réalisateur que Peter Hewitt. Mais le film reste honnête, familial, avec beaucoup d'effets. Il y a un gros travail sur les décors, sur aussi les effets spéciaux pour faire coïncider les mouvements de caméra et les mouvements des petits personnages. Au moins, à un moment, je me rappelle, il y avait un mouvement de caméra où on suivait un des borrowers faire des acrobaties dans la cuisine. C'est plutôt bien fait. Mais ce n'est pas ce film dont on va parler du film japonais. Alors c'est une histoire anglaise, mais un petit peu réalignée sur un contexte japonais. Nous mettons notre héros et l'histoire dans une petite maison dans la campagne. Miyazaki a fait les scénarios et on voit quelques rapports, quelques impressions, des liens avec la nature. Vous savez, une maison dans un environnement de campagne, un petit peu comme dans Mon voisin Totoro. Des choses secrètes, un monde mystérieux autour de la maison. Ce sont des choses qu'on a déjà vues passer. Le début d'ailleurs m'a terriblement fait penser au voyage de Chihiro, avec cet enfant qui est extirpé de la ville, qui va être dans une maison à la campagne ou dans un territoire qui est hors urbain, un peu hors du temps, dans lequel il va se passer des rencontres extraordinaires. Notamment ce moment où l'enfant est dans la voiture qui va arriver à un endroit chargé de mystère. Et ce mystère nous est montré quasiment dès le départ. Mais nous n'allons pas suivre Sho, nous allons suivre cette petite fille, petite pour le coup, Arrietty. Et on retrouve totalement dans ce film-là le calme et la légèreté des films de Ghibli. Après, c'est un scénario de Miyazaki, le film n'est pas réalisé par lui, mais est-ce que ça voudrait dire que c'est un film moins que si c'était Miyazaki qui l'avait construit ? Non, il est ce qu'il est, c'est un film en lui-même, et après distribuer les bons et les mauvais points par rapport à Miyazaki, je pense que c'est ne pas considérer le film pour ce qu'il est. Et ça voudrait dire qu'on ne le considère que par sa comparaison, et c'est pas possible de penser comme ça, il faut un peu se battre contre cette pensée. Dans le sens où le film tenterait d'atteindre quelque chose d'inatteignable. Non, ça c'est pas la bonne chose. En effet, il y a des ponts communs, parce qu'il y a des situations qui sont écrites qui semblent être semblables à d'autres films de Miyazaki, mais la chose s'arrête là. Je laisse au réalisateur de ce film-là, après tout le travail, la mise en scène, le panache de l'animation pour certaines grandes séquences et le travail de décor. Je pense qu'il n'y a pas de grandes leçons à donner. Peut-être ça c'est une petite différence. Il n'y a pas de grandes leçons à donner comme dans les autres films. Dans Princesse Mononoke, Le vent se lève ou même son dernier. Le film ne nous donne pas quelque chose à retenir à la fin du film. Et c'est peut-être mieux aussi, une petite histoire sans avoir des grands messages de morale. C'est des films qui nous font la morale. Je veux dire, Princesse Mononoke nous fait la morale. Ici c'est plutôt une fin ouverte vers de nouvelles aventures. Le voyage pour changer de maison, de la part des personnages qui doivent sortir de leur habitat, parce qu'ils se sont fait voir, eh bien, ce n'est pas le climax du film. C'est le générique de fin, et c'est bien la relation entre Sho et Arrietty qui est le sujet du film. On commence et on termine avec eux.
Les personnages, je ne les ai pas trouvés très intéressants, ça manque peut-être de profondeur, il y a une caricature d'adolescent, et je parle pas forcément de Shaw, qui est un personnage très calme, mais plutôt d'Arietti. Vous savez, il y a une mère hystérique, il y a un père qui ne parle pas beaucoup mais qui est très solide, il est dur mais juste. Par exemple, ils font le premier chapardage pour Arietti, et elle est vue par l'enfant. Le père, la ramène à la maison et ne dit rien à la mère, qui deviendrait complètement folle si elle l'avait su. Voilà, donc ça c'est un père qui sait où est sa place et qui est plutôt protecteur et généreux envers sa fille. Il n'y a pas vraiment de méchants, comme c'est souvent le cas dans les films de Ghibli, il y a plus des incompréhensions, une politique qui n'est pas la même de part et d'autre des camps, des partis. C'est la jeunesse qui est celle qui est la plus alerte, qui abolit les barrières. L'enfant fait fi des règles et ça va mettre un peu à mal le monde des parents, aussi bien du côté d'Arietti que du côté de Shaw. La tradition, la fermeture et la modernité et l'ouverture, ce sont des choses qui ne cessent de se confronter dans le film et même généralement dans les films de Ghibli. Ça crée de la rupture, et ça aussi, ça relance l'aventure, au moment où elle est peut-être un peu au point mort. Donc ces dynamiques, je pense, de façon plus globale, cernent le cinéma japonais, c'est bien de le redire, mais cernent aussi comment l'intrigue est irriguée. Au moment même où il y a une règle, eh bien forcément, nous allons la casser. Au moment même où Arietti décide de ne pas se montrer à Shaw, Shaw la supplie de se montrer, et finalement, elle se montre. Donc il y a ce jeu-là, constamment, entre le grand et le petit, entre le vieux et le jeune, et tout cela pour une histoire d'amitié forte, peut-être pas de romance, ou vous savez, une romance qui n'en est pas une, ou en tout cas qui n'en est pas une comme nous, Européens ou Occidentaux, pouvons l'entendre, évidemment. C'est difficile de déterminer à cet âge-là, quand le gamin dit « Arietti », dans un silence presque mielleux, eh bien, c'est de la romance. C'est un silence un peu rêveur, n'est-ce pas? Arietti, elle l'imagine comme ça. Oh, Arietti, Arietti, Arietti. Voilà, comme ça. Par moments, en japonais, en français, c'est un peu moins frappant, mais en japonais, c'est... Il l'imagine, quoi. Il imagine la fille. Et c'est cette espèce de relation fille-garçon que tisse souvent Miyazaki dans ses récits, que nous retrouvons totalement dans ce film-là. Moi, je pense à, évidemment, le château dans le ciel, avec le garçon et la fille. Voilà, on est aussi sur le même registre. On a Arietti, qui a beaucoup de courage, mais Shaw aussi est courageux. Et donc, forcément, dans ce courage, il se retrouve. Arietti a le courage de défier ses parents et de rencontrer le garçon pour lui dire qu'il faut arrêter de prendre contact avec eux. Et Shaw prend le courage de se mettre en danger vis-à-vis de son état pour sauver Arietti de l'attaque du corbeau, évidemment. Et donc dans ce courage, il se retrouve. Shaw, lui, il a une maladie qui l'oblige à rester un peu impassible dans le récit, à essayer de faire le moins de choses possible, parce que sinon, il panique, il a du mal à respirer. À un moment, d'ailleurs, il est essoufflé et il se sent pas très bien. Il y a un côté faiblard du personnage, et, comment dire, on retrouve un peu ce côté de fragilité dans le personnage féminin qui suit le héros dans Le vent se lève, je trouve. Il y a un côté de quelqu'un qui est toujours dans son lit, qui ne bouge pas beaucoup, qui parle très calmement. Moi, je trouve vraiment la femme du héros dans Le vent se lève, on est tout à fait dans ce même esprit. On a une personne très énergique qui bondit dans tous les sens, et un autre qui est beaucoup plus calme, plus épuisé, qui ne fait pas beaucoup d'efforts, mais dont le peu de paroles et le peu de gestes sont emplis d'amour, d'intensité. Et nous sommes dans un film qui, bien qu'il y ait des contrastes et des conflits, tend à la stabilité. Tout le film traite de l'envie de stabilité, de tranquillité, plutôt même dans la maison. Une survie qui est aussi tranquille de la part des borrowers, des chapardeurs. Et cela se met en écho avec l'envie d'avoir un cœur stable pour Shaw. Alors que ce peuple vit constamment dans la peur systématique, et donc on a une connexion entre la fin de l'espèce, de la part d'Arietti et du monde des chapardeurs, et les problèmes de cœur de Shaw. Donc encore une fois, des connexions pour un film sur les relations, sur les échanges, un apprivoisement culturel même des deux personnages.
quand Shaw pose le petit cube de sucre au bord de la fenêtre pour voir si le cube va être pris. Et bien sûr, les parents défendent à Arrietty de prendre ce sucre, parce que ça voudrait dire qu'il y a en effet quelqu'un. Tout ça est très amusant à voir, c'est très ludique. On voit aussi les personnes par filtre, la moustiquaire, le feuillage, il y a des grillages, des vitres, le verre qui vient créer des barrières également entre les personnages, et aussi des prisons. Évidemment, les gens sont emprisonnés constamment. Même la mère, à un moment, qui est emprisonnée. Il y a beaucoup de choses qui sont... Je ne vais pas revenir sur les scènes, il y a tout un truc avec une petite maison miniature qui est superbe, mais à leur échelle d'Borrowers, c'est une maison luxueuse alors que c'est une maison de poupée. Il y a plein de trucs super amusants. Il y a un véritable plaisir de découvrir notre monde, la maison, à travers de nouvelles perspectives. Et je pense que ça nous est indiqué dès le premier plan. Dès le premier plan, c'est quoi ? C'est un tilt. C'est un panoramique vertical du ciel vers la ville. Et qu'est-ce que nous voyons ? Des petites voitures. Des petites voitures. Donc on nous place déjà dans un rapport de... Nous allons regarder des petites personnes, des petites choses qui vont se déplacer dans un environnement que nous connaissons très bien. L'espace dans ce film est un élément narratif très important. On va voir des chemins secrets de la maison, présentés comme des coulisses d'un vieux château. Il passe sur des clous à un moment et monte des agrafes comme une petite échelle. Et l'échelle des plans et des êtres vivants est absolument fascinant. Les êtres normaux et les vieilles mamies sont des géantes. Et on a l'utilisation des objets du quotidien pour d'autres usages bien plus épiques, comme la théière qui devient un bateau de fortune ou une épingle qui devient une épée. Les animaux, eux, eh bien, ce sont les créatures fantastiques. Les grillons qui veulent manger le bout de feuille que Arrietty a récupéré, le rat, le poisson, le corbeau et le chat. Le chat est même une psychologie fantastique puisque il obtient, il se réaligne à la fin du film. Tout d'un coup, il décide de plus attaquer, de plus manger Arrietty parce que Shaw lui défend. Alors qu'un chat, on sait très bien, on n'a rien à foutre, il fait ce qu'il veut. Et là, tout d'un coup, il passe du début du film, dans la première scène où on le voit, vraiment, il veut choper Arrietty, mais on dirait qu'il va défoncer des barreaux pour y arriver. Et à la fin, tout d'un coup, il la regarde et il fait rien. Voilà. Bon. Par contre, le corbeau, alors là, c'est une scène terrifiante, le corbeau, parce qu'on a l'impression que Arrietty va s'envoler dans les airs parce qu'il fait tellement de boucan et il frappe le lierre qui est à côté de la fenêtre et sur lequel s'attache Arrietty. C'est assez effrayant. Et le corbeau, il n'en démord pas, il panique et donc il fait n'importe quoi. Il y a tellement de mouvements et Shaw se doit d'intervenir également. Ça, c'est une superbe scène. Il y a aussi les rencontres avec le regard. Ça, c'est super bien. C'est un moment, la nuit, ils vont dans la chambre de Shaw, mais ils ne le savent pas. Et ils veulent prendre une sorte de sopalin ou de mouchoir. Donc ils tirent le mouchoir de la boîte et tout d'un coup, il y a un panoramique et on a ce bruit d'horloge. Et tout d'un coup, les bruits d'horloge deviennent un battement de cœur. Et on a un gros plan, via un panoramique, un gros plan sur Shaw qui regarde droit vers la caméra. Et là, on se dit, oh, il l'a vu. Et elle essaye de se cacher derrière le mouchoir. C'est absolument, c'est un moment qui est très très fort et dont le son est très 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 fort à ce moment-là. Il est très bruyant. Généralement, le travail du son est remarquable parce qu'on a ces grandes créatures que sont les humains qui font des bruits, qui marchent. Et de la perspective des borrowers, des chapardeurs, eh bien, ce sont des perspectives plus grandes que nature. Et donc, le son écrase tous les autres sons. Évidemment, inutile de vous dire que il y a un formidable travail d'animation, de couleurs et de lumière, qui plus est pour ces environnements dont on ne peut jamais épouser cette perspective. Donc les gars se font un plaisir de faire de très très belles couleurs pour des environnements de campagne avec le vert éclatant du jardin et le marron des planches de bois. En plus, quand ils sont dans la maison de poupée, il y a des couleurs chaudes, magnifiques. Enfin, c'est toujours très très bien animé, très très bien colorié de la part du studio. Je devrais dire encore un dernier petit point. Je vous avais dit que ce serait plutôt court, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, évidemment. Je vous invite bien sûr à voir ce film. Je n'ai pas trouvé le chant très 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 bien. Bon, la musique est plutôt anecdotique, elle fait son travail, mais limite on s'en fout. Mais le chant, par une chanteuse française, Cécile Corbel, je n'ai pas trouvé ça très...
comment dire, très correspondant. Alors sûrement que c'était exotique chez eux, cette voix-là, et donc ils l'ont prise et elle était très contente, mais j'ai trouvé ça discordant avec les moments utilisés. Je pense que c'est, vous savez, la culture étrangère dans celle japonaise, mais ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois. Mais du moment que ça marche pour les premiers concernés, c'est ce qui importe, non ? Est-ce que, dans ce cas-là, aussitôt vu, aussitôt oublié ? Je pense qu'il y a un petit peu de ça. La perspective, voilà, de voir le monde à travers des petits humains ne me touche pas plus que ça. Mais sur le moment, il y a peut-être pas d'audace, mais c'est absolument charmant. On passe un très beau moment en famille notamment. Ça, c'est un film pour la famille, clairement. Mais il est clair qu'il ne s'agit pas d'un travail qui marquera les mémoires. Et même, généralement, il y a des Miyazaki aussi qui n'ont pas laissé des traces. Hein. Je pense que Le Garçon et le Héron, à part quelques moments d'animation, c'est pas un film qui va laisser une trace. Faudra voir dans le temps, évidemment, mais je pense qu'il y a pas mal de films de chez Ghibli qui ne vont pas laisser de traces, mais sur le moment, ils sont bien faits. Et ils comptent aussi sur ça pour donner un peu une potentielle chance à un autre réalisateur au sein de ce studio pour s'exprimer et faire un beau travail et peut-être rencontrer un grand succès. Donc il faut continuer à produire des films qui ne sont pas forcément Miyazaki, hein, et il faut que le studio arrive à innover, pas forcément en faisant dans la 3D, hein, comme il y avait un film en 3D de Ghibli qui était absolument pas beau du tout. Hein. Il faut peut-être éviter ça, mais moi je suis content de l'avoir vu. Je voulais vous en parler, ne serait-ce que pour vous dire que eh bien, ce film il existe et je vous invite à le découvrir évidemment. Moi je lui mettrai un 13,5 sur 20, voilà. J'espère que ça vous aura plu, une petite vidéo pour terminer l'année. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de bonnes fêtes et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!